Bienvenue dans la 3e saison du podcast Marketing Cabinet Comptable. Tous les 15 jours, je vous apporte des astuces marketing au travers d'interviews d'experts comptables. L'objectif reste inchangé, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Alors, sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans le 4e épisode de la saison 3 avec Frédéric Espira où on va parler ensemble de marketing et on va prendre le pendant de la spécialisation en gestion de patrimoine. En fait, ce qu'on veut faire, c'est expliquer ensemble ce qu'un expert comptable peut rendre la partie patrimoniale importante dans son cabinet et comment on fait pour la structurer, donc organisation, prix, vente et tout ce qu'il faut. Déjà, bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de te recevoir. On va parler ensemble pendant 1 heure de ça, vu que c'est un petit peu ton pendant, hein. T'es connu là-dessus. Donc déjà, avant, est-ce que tu peux te présenter et dire quel expert comptable tu es, toi ? Je suis expert comptable patrimonial. Donc aujourd'hui, on a développé au sein du cabinet l'expertise comptable, on va dire traditionnelle, mais avec une approche patrimoniale de chacune des missions qu'on peut avoir au sein du cabinet. Tu es basé sur Lyon, t'as fait quoi comme études avant pour en arriver jusque-là ? Oula, originaire de Clermont-Ferrand, donc j'ai fait quelques études à Clermont et j'ai quitté la profession comptable en 2000 pour ne faire que du conseil patrimonial de 2000 à 2010 pour faire simple. Et pour raison familiale, je suis arrivé à Lyon et donc on a, avec mon associé d'origine, on a recréé un cabinet d'expertise comptable en 2012 avec création ex nihilo. Et en parallèle, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, puisqu'on avait vraiment cette volonté dès le départ, en 2012, d'accompagner les clients sur cette approche, certes comptable, fiscale, et cette approche conseil patrimonial, puisque l'entreprise fait partie intégrante du patrimoine privé. Et c'est bien que tu rebondisses de cette manière-là où, en fait, l'expert comptable, c'est un peu le bras droit du dirigeant. Donc, c'est avec lui qui va détecter, en fait, ces missions-là, patrimoniales. Et comment tu fais, toi ? Comment tu t'es dit, on va pas sur ces terrains-là ? Est-ce que tu t'es formé avant ? Et comment tu le pratiques, en fait ? Alors, plusieurs formations. Oui, je me suis formé avant et aujourd'hui, j'ai le Master 2 de gestion de patrimoine, mais il y a d'autres formations qu'on va pouvoir identifier dans le secteur. Le point, c'est en revenant dans la profession comptable, on est expert comptable, mais aussi on est expert de plusieurs secteurs. On est expert social, on est expert fiscal, on est expert juridique dans le domaine de l'entreprise, du droit des affaires, on est expert en gestion. Et donc, en ayant pris conscience que l'entreprise faisait partie intégrante du patrimoine privé, et donc on a voulu avoir cette approche de conseil civil et de conseil de gestion d'un côté et de gestion du patrimoine privé de l'autre. Juste pour ajouter que notre métier d'expert comptable, en fait, c'est un métier de prévoyance. Notre job d'expert comptable, notre métier, c'est d'accompagner le dirigeant, propriétaire d'entreprise, et surtout de le sécuriser, puisque au départ, à l'origine, lorsque on crée son entreprise, c'est avant tout pour avoir une rémunération, pour remplir le frigo. Mais il faut le faire correctement, donc il y a des règles à respecter, il y a des marges à suivre, etc. Et donc ça, c'est notre rôle en tant qu'expert comptable, d'accompagner le dirigeant pour que les flux qui proviennent du domaine professionnel arrivent dans le domaine privé de façon sécure. Au niveau de la détection, du coup, tu t'es dit au début, je commence par des petits dossiers ou je commence par des gros qui ont de l'argent ou t'as adapté en fait à chaque fois ? 100% de nos clients en expertise comptable ont besoin d'un accompagnement patrimonial. Donc c'est pas se dire, et on va pas sélectionner comme ferait un CGP. En fait, les missions de conseil patrimonial de l'expert comptable ne sont pas des missions de CGP traditionnelles. Ayant vécu ce métier-là pendant une dizaine d'années, je m'en rends compte vraiment. C'est aujourd'hui l'expert comptable sert l'ensemble de ses clients et en conseil patrimonial l'ensemble de ses clients. On a pris conscience également que un CGP délivrait 2,3 produits conseil ou solutions patrimoniales à ses clients. Un expert comptable qui se lance sur le conseil patrimonial avec des solutions produits délivre 7,5 produits à ses clients. Donc plus du double, le triple quasiment. Pourquoi ? Parce que déjà, on va servir l'ensemble des clients sur la prévoyance, mais la prévoyance peut être assurantielle,
puisque on va travailler la prévoyance, par exemple, de la convention collective cadre. Au lieu de signer juste un bordereau, comme on fait au service social, eh bien, on va regarder ce contrat. On va regarder la clause bénéficiaire en cas de prédécès du contrat de la prévoyance cadre. Et donc, on va peut-être l'aménager puisque il y a des clauses standards et qui correspondent peut-être pas à la vie civile du dirigeant d'entreprise. Et puis, la prévoyance, c'est aussi le mandat de protection future. J'appelle ça un produit également. C'est un produit certes juridique, c'est une protection juridique, mais c'est nécessaire aujourd'hui de le mettre en place pour les dirigeants, que ce soit petits dirigeants ou gros dirigeants, puisque peu importe le patrimoine, celui qui a une entreprise et qui permet de générer 80 000 euros, eh ben c'est qu'il en a besoin de ces 80 000 euros pour remplir le frigo, pour vivre, pour rembourser ses emprunts. Donc, peu importe le dossier, on va pas sélectionner le gros dossier du petit dossier. Alors certes, si on raisonnait CGP, on regarderait les montants à placer. Et oui, bien sûr, il faut aller chercher des gros dossiers. Mais plus que les gros dossiers, c'est la récurrence, la présence et l'accompagnement des clients au quotidien, comme on le fait dans les missions comptables, sociales et juridiques. Alors pour toi, ce serait peut-être bien de faire ce petit point-là, patrimonial, au moment du bilan, ou tu le fais au cours de l'année, tu t'organises comment un petit peu pour un expert disant je vais reprendre tous mes dossiers, qu'est-ce que je peux faire sur du patrimonial? Alors deux temps, le temps de la vente et le temps du travail. Alors le temps de la vente, et puis je vais quand même revenir avant de parler du temps de la vente, on va revenir sur la réglementation quand même. Peut-être une question qui pourrait arriver par la suite, mais je vais y répondre en avant. Le conseil patrimonial dans la profession comptable est une activité accessoire. Certes, l'ordonnance de 45 permet, avec l'article 2, l'article 22-24, d'avoir des approches et des missions de conseil patrimonial, mais elles vont être limitées. Elles vont être limitées parce que le code des assurances va aussi me limiter. Par exemple, si je veux traiter la mission du particulier et faire une allocation d'actifs, certes, en tant qu'expert comptable, je suis conseiller en investissement financier, je suis cible, donc je peux conseiller mon client sur l'allocation d'actifs, mais je vais être limité sur la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie parce que le code des assurances me dit que la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, il faut que tu sois immatriculé à l'ORIAS en tant que IAS, en tant qu'intermédiaire en assurance. Donc du coup, je vais être limité dans le cabinet d'expertise comptable. Et puis la rémunération par un tiers, malgré la norme commercialité, je ne peux pas percevoir de rémunération en provenance d'un tiers. Donc il faut bien que ce soit mon client qui me paye. Donc les rémunérations de commission, etc., n'existent pas dans le cabinet d'expertise comptable. Ce qui va nécessiter de structurer une société ad hoc de conseil en gestion de patrimoine avec le diplôme d'expertise comptable, peut-être de la formation complémentaire, mais déjà avec le diplôme d'expertise comptable, je peux m'inscrire à l'ORIAS. Donc c'est pas limitant de ce côté-là. Donc pour revenir à la question, le temps de la vente, c'est compliqué pour un client de comprendre que l'expert comptable est en train de lui parler du bilan de son entreprise et peut-être d'un petit bilan prévoyance le concernant. Donc du coup, il risque d'assimiler la lettre de mission comptable avec l'approche patrimoniale personnelle. Donc du coup, pour l'expert comptable, ça va être difficile de vendre. Ça va être difficile de vendre une mission complémentaire, ça va être difficile de facturer. Et tout comme une mission d'expertise comptable, une mission de conseil patrimonial, par exemple de prévoyance, mais ça peut être de retraite, ça peut être de placement de trésorerie, toutes ces missions-là ont un process de vente qui est la connaissance client. Si je suis dans un cabinet ad hoc, j'ai le document d'entrée en relation, mais sinon, process de vente. Ma process de vente, c'est découverte client, lettre de mission et compte rendu de mission. Donc, l'écrit est important aussi en conseil patrimonial pour valoriser le conseil que l'on donne à nos clients. Du coup, si j'ai une lettre de mission expertise, ça va être compliqué le même jour de faire le bilan personnel. Donc, on va reprendre rendez-vous. Peut-être la même semaine, peut-être un mois après, peut-être au mois de septembre, si mes bilans ont lieu au mois les clôtures de bilan en mars, avril ou mai. Donc, un temps de la vente
qui est différent du temps de l'entreprise, de la clôture de l'entreprise. Et puis plus on va avancer dans le conseil patrimonial, au départ la prévoyance, ensuite bien souvent hein, la retraite, par la suite peut-être un bilan patrimonial complet. Il y a toujours un frein quand même à la facturation, donc moi je passe plutôt par des étapes de bilan qui nécessitent de toute façon une connaissance du client. Et puis ce process de vente, c'est qui va faire les missions et quand est-ce que je vais les rendre. Donc le temps du rendez-vous de bilan de mars-avril, c'est plus pour dire je suis capable, moi, expert comptable, de vous accompagner sur d'autres missions et notamment sur des missions patrimoniales. Il n'y a pas que le patrimoine pour développer le cabinet aujourd'hui, mais il y a aussi le patrimoine puisque l'entreprise fait partie du patrimoine privé du chef d'entreprise. Donc la partie, tu me dis avril, rendez-vous bilan, hop, on explique qu'on peut avoir cette casquette-là, et après on prend ce rendez-vous. Donc là on est au moment de la vente. Quel discours je dois tenir à mon client? Qu'est-ce que je dois lui dire pour que il signe et qu'on fasse la mission? Donne-nous les tips. Plusieurs. Après, je reviens quand même encore en amont sur mon process de vente. C'est au moment d'établissement du bilan, peut-être qu'il y a besoin d'une optimisation de la rémunération. Et donc là, je vais aller chercher mes données de la compta. Je vais aller chercher les données de la compta et bien effectivement, peut-être que j'ai des possibilités de dividendes, peut-être que je peux avoir de la retraite complémentaire, peut-être que je peux mettre en place de l'épargne salariale. Donc il y a toute cette approche-là. Donc je vais pas éliminer le rendez-vous de bilan et l'approche patrimoniale, mais je vais d'abord marquer au moment du rendez-vous de bilan, dire voilà, on est capable de vous accompagner sur l'épargne salariale, on est capable de vous accompagner sur une prévoyance juridique qui est le mandat de protection future. Et lorsque je vais expliquer au client ce qu'est ma nouvelle approche et pourquoi il est essentiel pour moi d'expliquer et pour lui d'avoir une prévoyance, d'avoir un mandat de protection future. En fait, mon discours, il va dérouler. C'est pas un process de vente de vendeur de tapis. C'est vraiment un process de vente suite à la connaissance de mon client. Donc, je connais mon client. Je sais qu'il a eu des problèmes de santé. Peut-être qu'il est envisageable de réfléchir à un bilan de prévoyance. Peut-être qu'il est envisageable de mettre en place un mandat de protection future. Ou alors j'ai détecté pendant la mission de bilan que l'entreprise avait 500 000 euros de trésorerie qui est sur les comptes et s'ils s'en servent pas, eh bien on va les proposer une mission de placement de trésorerie. Donc on va avoir plusieurs missions en fonction de ce que l'on veut apporter comme service au client. Là, au niveau du discours, tu vas utiliser beaucoup le bilan et ces points clés qui te permettent de mettre en lumière ce qui va pas, entre guillemets. Et après, c'est j'aime pas utiliser ce mot-là, mais pas pour le forcer, mais pour l'accompagner, tu vas plutôt dire, voilà, il y a un risque, il faut l'éliminer, ou plutôt, tu fais plutôt les avantages? Non. Alors, 2 points. On est avant tout expert comptable et patrimonial. Donc, la data, elle vient du cabinet, donc du coup, de l'expertise comptable, de mes missions d'expertise. Donc, j'ai besoin de traiter cette data. C'est là où je suis différenciant avec un CGP qui n'a pas cette maîtrise de la data. Donc moi j'ai la data et donc du coup non, je suis pas un médecin de famille, hein. Donc je suis en conseil patrimonial, donc il n'y a pas que des points qui ne vont pas. Alors, la prévoyance ça va peut-être très bien, mais peut-être que je peux optimiser certains points. Semaine dernière, on me donnait comme exemple une société, donc une start-up, qui lève chaque année 3 millions d'euros au mois de janvier, qui va les cramer sur l'année, mais au mois de janvier jusqu'à juin, il y a à peu près 2,5 millions sur les comptes. Pourquoi ne pas aller proposer un placement de trésorerie? Il y a des placements de trésorerie court terme, certes il y a le compte à terme, il y en a d'autres qui sont un peu plus dynamiques et qui rapportent un peu plus que l'inflation. Donc pourquoi ne pas proposer cette solution? Alors qu'aujourd'hui, effectivement, ils savaient pas quoi faire parce qu'un compte à terme, souvent, c'est bloqué à 1 an et l'argent, il faut qu'il soit disponible. Donc c'est à connaître les différents produits qui existent donc dans le secteur patrimonial et puis
mettre en relation le besoin du client. Peut-être que le client n'est pas conscient, mais on a des solutions à lui apporter. Eh bien, on peut lui les proposer. Avant qu'on parle sur la partie organisation, service, je vais directement aller à ma question sur le prix, tu vois, ça va faire bondir là-dessus. Souvent, le client, il va dire, ouais, je suis OK, mais il va falloir que je paye pour faire ça. Comment tu arrives à éluder ce problème de comment on vend, à quel prix Alors, on a répondu partiellement tout à l'heure en disant que c'est pas le temps de bilan. Le bilan de l'entreprise fait suite à un rendez-vous qui est normé, entre guillemets, dans le process, puisque j'ai une lettre de mission et cette lettre de mission de l'expertise comptable, on a prévu un bilan sur l'expertise comptable. Et donc, du coup, si je vends le même jour, c'est mort. Il y aura assimilation. Donc, du coup, je vais expliquer que j'ai ces solutions-là, que je peux l'apporter au client. Bien sûr que ça a un prix, puisque un partage de valeur et tout travail mérite rémunération. Donc, oui, bien sûr que ça a un prix. Quel est le prix? Tout dépend si je le reste dans le cabinet d'expertise comptable où là, je ne peux faire que du conseil patrimonial et pas de la gestion de patrimoine puisque je suis en profession libérale. Et donc, là, ça sera facturé au client. Une étude retraite, voilà, par exemple. Et si j'ai le cabinet de conseil en gestion de patrimoine d'intermédiation à côté, eh bien là, je vais être rémunéré par des commissions. Donc, bien évidemment, il faut être transparent avec le client selon si j'ai les deux structures ou si j'ai juste le cabinet d'expertise comptable. Et puis, expliquer au client que ça va nécessiter, par exemple, un bilan retraite va nécessiter une connaissance plus approfondie de sa retraite, de calcul de points, etc. Donc, je vais y passer du temps. Et donc, du coup, ça se matérialise par une lettre, par une proposition, par un devis qui se transformera par une lettre de mission. Par exemple, aujourd'hui, les bilans retraite sont facturés en moyenne dans la profession entre 600 et 1200 euros selon la complexité. Et donc, bien sûr, le client, c'est une vente complémentaire. Donc, ça fait pas partie du bilan. Donc, il prend ou il prend pas. C'est pas parce qu'il en a besoin. Ça, c'est aussi une approche sur laquelle il faut bien être conscient. Je sais qu'il en a besoin. J'ai la réponse. Je suis le sachant. Ouais, sauf que s'il veut pas l'acheter, il veut pas l'acheter. Donc, s'il veut pas l'acheter, je ne peux pas le forcer déjà à l'acheter et je suis pas obligé de lui le vendre. Je vais pas passer du temps avec quelqu'un qui ne souhaite pas rémunérer, puisque l'argument traditionnel d'un bilan patrimonial, c'est la banque, elle me le fait gratuitement. Oui, ok. Sur le secteur patrimonial, 85% de part de marché du secteur patrimonial, c'est la banque. Mais la banque, elle va vendre ton produit. Quelle est ton indépendance en tant qu'expert comptable? Quelle est ton objectivité? Quelle est la connaissance que tu as du client? Si tu as une meilleure connaissance que la concurrence, oui, le client il va apprendre vers toi. Parce qu'en fait, plus tu vas le connaître, plus tu vas apprendre à qui il est, plus tu pourras répondre au cas par cas. Le process de vente du conseil patrimonial est un process industrialisé pour avoir des missions individuelles avec un rendu individuel. Chaque être humain, chaque dirigeant d'entreprise est unique. Donc, je ne peux pas lui vendre la même prévoyance à l'ensemble de mes clients. Parce que il y a une particularité. Je ne peux pas mettre en place la même point retraite, etc. Par contre, oui, bien sûr, il y a un process qui, lui, doit être industrialisé auprès des collaborateurs, auprès d'experts comptables, auprès des associés, selon la taille du cabinet. Je dois mettre un process, je dois détecter mes missions à partir de la compta, à partir de ma data, qui est mon bilan, et proposer des solutions aux clients. Sur la partie prix, est-ce qu'on peut utiliser les success fees un petit peu? Est-ce que ça fonctionne par rapport aux clients sur la vente en disant je prends un pourcentage? Ça passe mieux que dire tu vas payer de 1000 euros. Ça va être compliqué selon les missions en fait. Lorsque je suis sur une mission de transmission d'entreprise, évaluation d'entreprise, parce que pour la vendre, il faut en connaître le prix. Donc j'ai l'évaluation d'entreprise, j'ai l'accompagnement dans la transmission, voire même je peux rechercher. Pour lui, il pourra me mandater
attention peut-être dans une structure ad hoc, mais il pourra me mandater pour chercher un repreneur. Et donc là, oui, je vais pouvoir mettre du success fees. Par contre, l'analyse de contrat de prévoyance, le métier de courtier en assurance ne fonctionne pas en success fees. Donc, si je veux fonctionner en success fees, oui, mais ça sera vraiment à la marge. Ça va être beaucoup plus compliqué parce que le client, il évolue aussi dans un métier où il rencontre des courtiers, des assureurs, et eux ne fonctionnent pas de cette manière-là. Donc, il risque, si on parle pas le même langage, il va pas comprendre. Par contre, dans la transmission d'entreprise, oui, tout à fait. Dans l'accompagnement de la réflexion de transmission d'entreprise et réflexion de mise en place de pacte du trade, etc. Oui, bien sûr. Tant que mon success fees ne repose pas sur du droit, j'ai pas de souci de ce côté-là. Donc déjà sur les prix, on peut avoir des manières différentes de le proposer. Et sur l'organisation, donc, comment t'organises un cabinet pour faire cette mission? Donc tu m'as parlé déjà un petit peu que c'est industrialisable, donc je voudrais avoir ta méthode. Et la seconde, t'as mis en place quelque chose d'important, qui t'a dit les collaborateurs. Pour moi, c'est important, les collaborateurs, c'est les premiers degrés qui l'alertent, de dire, ah, tiens, il y a quelque chose. Alors déjà, lorsque je vais démarrer le conseil patrimonial, il faut que le dirigeant du cabinet se dise quelle mission je souhaite apporter. Donc, il crée son catalogue. Qu'est-ce qui existe sur la place? Qu'est-ce qui existe comme type de mission? Qu'est-ce que je peux apporter? Quel est mon niveau de formation? Ça, c'est important. Et ensuite, qui va faire les missions? Ça aussi, c'est important, puisque pour moi, le conseil patrimonial est le 4e pôle du cabinet. On a le pôle compta gestion, on a le pôle social, le pôle juridique, et le 4e pôle du cabinet, c'est le pôle conseil patrimonial. Même si je peux provoquer un petit peu, même si l'ensemble des autres pôles sont au service du pôle patrimonial, puisque ce sont des pôles d'expertise pour une gestion de l'entreprise qui, elle, fait partie, je répète, du domaine privé. 4e pôle du cabinet, il va falloir effectivement que mon dirigeant se forme. Soit il va se former sur un Master 2 ou un DU ou autre de niveau élevé parce qu'il souhaite faire ces missions-là. Attention, on devient ingénieur patrimonial plus par l'expérience que par le diplôme. Et beaucoup de consoeurs et confrères ont suivi des hauts diplômes de haut niveau. J'en ai rien fait. D'accord, ok. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Donc attention à cette étape-là, c'est oui, il faut que je me forme, oui, il faut que je comprenne, il faut que je détecte les missions. Par contre, c'est peut-être pas à moi de les faire. Donc j'ai peut-être pas besoin d'un master de gestion de patrimoine. J'ai peut-être besoin de formations intermédiaires, plus pratiques, qui vont venir détecter les missions, me mettre des flashs, me dire tiens, régime matrimonial, le client il vient de m'annoncer qu'il se paxe. Quelles sont les conséquences sur le compte courant d'associés détenu dans l'entreprise? Tiens, il vient de se marier sur le régime matrimonial de la communauté, et donc du coup, le compte courant d'associés qui était propre avant mariage devient commun, devient une créance de la communauté. Donc quel réflexe je dois avoir dans ma compta sur ce point de la vie civile de mon client. Et donc, du coup, il va falloir que je me forme en tant qu'expert comptable, il va falloir que je forme mes responsables de bureau, mes responsables de dossier, pour qu'ils détectent les missions. Il y a des missions qu'ils vont pouvoir faire, bilan retraite, on se forme et on peut les faire. Moi, je suis plutôt partisan de la spécialisation et donc du coup d'aller le plus loin possible. Donc comme voilà, il y a des personnes qui sont spécialistes en social, en juridique, en compta gestion, en évaluation d'entreprise, en fiscalité. Donc pareil sur le conseil patrimonial. Et donc du coup, mon pôle patrimonial, il faut que ce soit pas forcément un ingénieur patrimonial qui va traiter parce que des bilans patrimoniaux lourds, complets, c'est 10% de la clientèle dans un premier temps. Donc, si je veux servir 100% de mes clients, je dois
me former sur la prévoyance. Ça c'est mon socle. La prévoyance assurance et la prévoyance juridique. Ça c'est mon socle. Je dois accompagner mes clients sur ça. Ensuite, sur les placements complémentaires, donc du coup la retraite. Il y a l'entreprise dégage du résultat, il y a possibilité de mettre de la retraite complémentaire. Ça sera nécessaire aujourd'hui avec les régimes actuels. Et puis le placement de trésorerie. Et puis s'il y a du reliquat, eh bien du placement extra entreprise, investissement immobilier, location meublée, autres, et peut-être création d'une société holding si j'ai plusieurs structures qui peuvent remonter du cash et voire racheter un cabinet d'expertise comptable. Donc ça c'est la stratégie d'accompagnement patrimonial que je peux avoir. Donc la formation, soit je diffuse après auprès de l'ensemble des collaborateurs, soit je les forme. Mais tout comme en expertise comptable, des personnes qui ont un BTS, je vais pas leur demander de finaliser le bilan. Tout comme un expert comptable, eh bien, sauf en phase de création bien sûr, mais je vais pas lui demander de faire les photocopies et la recherche des pièces d'identité, etc. des clients. J'ai des différents niveaux au niveau du cabinet du pôle patrimonial où j'ai un ingénieur patrimonial et puis j'ai ce que moi j'appelle des technico-commerciaux. En fait, ce sont des conseillers patrimoniaux qui n'ont pas forcément un niveau d'ingénieur patrimonial, ils n'ont pas forcément un master de gestion de patrimoine, mais ils sont à l'aise sur tel et tel domaine patrimonial. Et c'est ces gens-là qui vont former, ou en externe ou l'expert comptable, les collaborateurs qui sont face à face au quotidien avec les clients. Les collaborateurs comptables doivent comprendre que dans le cabinet, aujourd'hui, on sait faire le placement de trésorerie. Donc, le client qui dit au collaborateur d'expertise, j'ai 500 000 euros, c'est dommage, ça rapporte rien, eh bien, il faut que ça remonte. Il faut que je mette en place un process pour que ça remonte vers le conseiller patrimonial qui peut traiter cette réponse. Tu le vois dans la profession, on a du mal à recruter. Est-ce que ce serait pas une solution en disant, voilà, il y en a certains, je les amène sur cette partie patrimoniale, ou au contraire, toi, tu préfères prendre des gens qui sont pas comptables, qui ont vraiment suivi un autre parcours pour créer ce pôle-là de patrimonial? Dis-moi. Si je reprends le secteur de la prévoyance, si je reprends la prévoyance et si je crée une structure ad hoc d'intermédiation en assurance, je décide d'accompagner mes clients sur la prévoyance et sur la prévoyance assurantielle de toucher des commissions. Et donc là, je vais plutôt aller recruter quelqu'un qui a fait un BTS assurance, voire un peu d'expérience chez un agent d'assurance ou dans un cabinet de courtage de prévoyance. Et là, cette personne-là, je vais la mettre avec le pôle social. Parce que c'est aujourd'hui dans le cabinet d'expertise comptable, c'est le pôle social qui remplit les bordereaux de souscription de la prévoyance, les bordereaux de mutuelle et qui les transmet à l'assureur. Et donc, du coup, je vais aller prendre cette force et je vais la mettre au sein du pôle social. Et donc, du coup, je vais décharger des gens qui n'ont pas été formés à la prévoyance parce qu'on leur a demandé de remplir des bordereaux. Certes, ils ont été formés à remplir des bordereaux, mais on leur a pas expliqué les conséquences parfois de leurs actes. Je dis au client de cocher la clause bénéficiaire standard. Mon conjoint en cas de décès, mon conjoint à défaut, mes enfants à défaut, mes héritiers. Ouais, super. Sauf que en cas de prédécès, il aurait bien aimé que ce soit le copain ou la copine de vie avec qui il est ni pacsé ni marié qui bénéficie du capital décès. Or, ce sera pas le cas. Et donc, soit je vais former, soit je mets une personne compétente au sein de mon équipe. Et je décharge les gens qui n'ont pas été formés sur ce secteur-là et j'apporte un conseil, une valeur ajoutée à ma mission sociale. Mais là, tu me dis qu'il faut quand même rembaucher quelqu'un. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, est-ce qu'un petit cabinet qui a 2-3 collabs, c'est vraiment possible de faire un pôle patrimonial? Aujourd'hui, je peux faire des missions patrimoniales et donc je peux avoir un pôle patrimonial sans forcément matérialiser de façon aussi lourde. Là, je parlais d'un aussi lourde. Je prends mon cas.
Nous, on est tout petit cabinet d'expertise comptable. Hein. On est trois et demi équivalents temps plein. Mais une personne qui est au social chez nous a été formée pour tout ce qui est mission, donc prévoyance, retraite, prévoyance collective et individuelle, donc du TNS, retraite complémentaire notamment du TNS et épargne salariale. Et aujourd'hui, cette personne-là est à mi-temps entre faire les bulletins de salaire, contrat de travail, donc les missions traditionnelles sociales, et quasiment une semaine et demie par mois, il consacre son temps à tout ce qui va être sur ce quoi il a été formé, la prévoyance, la retraite et l'épargne salariale. Donc j'ai pas besoin d'être nombreux. Je vais déléguer des tâches en fonction. Après, quand c'est du placement de trésorerie, c'est effectivement au sein du cabinet, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc on va quand même avoir notre approche patrimoniale, on va avoir notre pôle, effectivement, à temps partagé sur les différentes missions. En gros, c'est bien que tu aies pris l'exemple de ton cas où vous n'êtes pas nombreux. Pour toi, avec le recul que tu as, le plus dur, ce serait de l'organisation, en fait, à tout gérer en même temps que tu fais les bilans, ou plutôt, on va dire, le point important névralgique, c'est de savoir bien vendre au bon prix pour que ça puisse passer. J'ai jamais vendu un produit. Comment tu fais alors? Les clients me l'ont acheté. J'ai jamais eu de process de vente. Parce qu'en fait, lorsque je déroule mon catalogue, en fait, lorsque je prends un bilan comptable qui est ma source, qui est ma data, et je prends arrêté de bilan hier soir. J'ai dit, voilà, vous êtes à votre première année. Vous savez qu'on avait, au moment de la création de votre entreprise, on avait parlé qu'il était important de mettre en place de la prévoyance. Je vois que vous n'avez pas souscrit de contrat de prévoyance, ni chez nous, ni à l'extérieur. Est-ce que vous souhaitez qu'on reparle de ce point-là? Et il a vécu une année compliquée. Au niveau professionnel, il dit oui, j'ai pas eu le temps. Par contre, oui, je pense que c'est important que je le mette en place. Donc c'est juste en parlant effectivement de ce dont il peut avoir besoin, le client prend conscience que c'est le bon temps ou c'est pas le bon temps. Et donc c'est pour ça que je dis j'ai jamais rien vendu, parce que lorsque j'ai fait un bilan retraite, j'ai pas vendu de produit. Le client m'a dit mais et maintenant on fait comment? C'est comme j'ai une structure ad hoc à côté, j'ai les solutions, j'ai l'accès à une plateforme qui me permet d'offrir tout un panel de solutions, et donc on va se dire on change de casquette. Je suis expert comptable un jour, le lendemain je suis conseiller en patrimonial, conseiller en gestion de patrimoine, et donc quelles sont les solutions et dans la mise en œuvre de mes préconisations. Ça c'est aussi un point qui est important. C'est que lorsque en tant qu'expert comptable, je me lançais dans le conseil patrimonial, si vous voulez pas vous faire fâcher par les clients, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que de ne pas les laisser au milieu du gué. Je m'exprime. Bien souvent, je suis expert comptable, donc je me dis, je vais faire du conseil, je veux pas vendre de produits. Les produits, un mandat de protection future, c'est un produit pour moi, hein, c'est un produit patrimonial. Donc du coup, c'est pas que des produits assurantiels, c'est pas des produits d'intermédiation. Mais je ne peux pas dire à un client, lui expliquer comment fonctionne le mandat de protection future. Il adhère en me disant mais il m'en faut absolument un, et que je lui dise ok charge dans la nature. Ça c'est interdit. Ça, je n'ai pas le droit. Pareil pour la prévoyance, pareil pour la retraite. Je ne peux pas laisser mon client au milieu du gué. Donc, il va falloir que je l'accompagne chez le notaire pour le signer le mandat de protection future. Notarié a plus de souplesse et plus de force lorsqu'il sera mis en activité, mais il peut être sous un privé, bien évidemment, ce mandat. Mais voilà, donc je ne peux pas. Je peux pas dire à mon client, je te fais un super bilan patrimonial, je te fais des super recommandations, et puis laisser le client là. J'ai pas le droit. J'ai discuté avec un confrère qui a fait ça, et il m'a dit maintenant je fais comment? Parce que je suis en train de me faire enguirlander par les clients, parce que je leur ai fait des préconisations, ils n'ont pas mis en œuvre, et je les ai surtout pas accompagnés pour mettre en œuvre. Donc du coup ils sont déçus. Ils sont déçus de mon conseil. Mon conseil était génial. Par contre ils en sont déçus, et donc j'ai fait un mauvais conseil parce que j'ai pas mis en œuvre. Donc cet accompagnement
que je le fasse ou pas, hein, il y a l'interprofessionnalité, je suis pour. Donc du coup, trouver des solutions avec des personnes compétentes pour accompagner les clients. Donc ça c'est un point important aussi à avoir en tête. C'est je me forme, mais je reste pas seul. Que je sois petit cabinet ou grosse structure, je ne pourrais pas tout faire en tant qu'expert comptable. Donc l'interpro dans le cabinet, si je suis une grosse structure, l'interpro hors cabinet lorsque je suis plus petit. Mais par contre, dans mon catalogue, moi la prévoyance est le socle du conseil patrimonial, puisque il faut que je sécurise les flux pour qu'ils arrivent dans le domaine privé. Donc si j'ai un problème de flux, je peux plus rembourser les emprunts, voilà. Donc du coup la prévoyance est le b.a.-ba et le socle du conseil patrimonial. Donc moi j'ai décidé de former par exemple le collaborateur qui fait du social. Et donc juste en échangeant avec les clients, c'est ça mon process de vente. Il faut amener le client à se dire effectivement j'en ai besoin. Oui, il y a besoin de formation de vente. Oui, dans notre profession d'expert comptable, on n'a pas de formation marketing, on n'a pas de formation de présentation d'émissions, de compte rendu de mission. Oui, aujourd'hui, ça se développe quand même de plus en plus avec le bilan imagé, etc. Mais c'est encore un écran au milieu, c'est pas encore fluide, me semble-t-il, même si certains performent tout à fait dans le secteur. Donc on va aller sur la partie service. Pour toi, c'est important de mettre en place des documents. Tu m'as parlé déjà d'un catalogue de vente, donc pour le présenter. Tu m'as parlé d'un compte rendu. Est-ce que tout ça, ça t'aide toi pour vendre? Ça t'aide aussi pour les collabs à savoir ce qu'on a, et pour le client, c'est clair pour eux. Alors la question, il y a la réponse dans la question, donc merci. Mais appuie dessus. Mais effectivement, j'ai besoin de savoir ce que je souhaite proposer aux clients. Oui, je suis dans un secteur service. Oui, je suis dans un secteur d'accompagnement. Oui, il y a des produits patrimoniaux sur lesquels je suis pas rémunéré avec des honoraires, mais avec des commissions lorsque j'ai une structure ad hoc. Et tout cet environnement, il faut que je le connaisse, que je le maîtrise. Et donc du coup, je vais avoir un catalogue et l'ensemble de mes collaborateurs doivent savoir ce que l'on vend, ce que l'on propose dans le cabinet. Mais c'est vrai pour toute mission, hein. Des fois, une évaluation d'entreprise, peut-être que le collaborateur sait pas qu'on sait faire des évaluations d'entreprise. Donc, c'est valable pour tout type de mission. Donc, le catalogue et l'échange entre collaborateurs. Et puis, les remontées. Donc, du coup, oui, bien sûr, j'ai besoin d'écrits. J'ai besoin d'écrits parce que la réglementation demande à ce qu'on ait des écrits, puis parce qu'aujourd'hui, les clients aiment bien avoir un compte-rendu, aiment bien regarder à tête reposée un bilan. Et ben c'est la même chose pour leur bilan retraite. Ils aiment bien le regarder à tête reposée, ils aiment bien échanger avec des tierces personnes. Donc du coup, oui, il nous faut un écrit. Et ça fait aussi partie de la réglementation lorsque je suis dans une structure ad hoc, puisque j'ai un document d'entrée en relation, prise de connaissance client, lettre de mission, élaboration de la mission, compte rendu de mission, et puis accompagnement à la mise en place, en mise en œuvre de la mission. Donc, dans le cabinet d'expertise comptable, je vais retrouver la même chose. Et ça m'aide parce que d'avoir un rendu me permet de facturer. Si je donne un mail à un client, oui, tu peux faire ça. Qu'est-ce qui légitime que... Oui, bien sûr, il va peut-être gagner beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qui légitime que... Voilà. Ça dévalorise un peu ton travail aussi. Il y a une chose qui est aussi importante sur l'organisation, c'est les outils. Est-ce que tu as des outils qui t'aident un petit peu à faciliter ta réalisation de cette mission-là, ou la prise de connaissance ou autre? Est-ce que tu aurais des outils à nous dire ou... Alors, aujourd'hui, on a un acteur que je ne vais pas citer sur le marché qui a racheté quasiment l'intégralité de tous les logiciels. Un acteur qui est auvergnat également, qui est installé à Clermont-Ferrand. C'est un acteur majeur, mais ce n'est pas le seul encore. Il y a encore quelques acteurs, mais oui, le logiciel fait partie, tout comme en expertise comptable. Je me verrai pas refaire comme quand j'ai commencé le siècle dernier sur des cahiers Exacompta. Eh bien, non, tu es trop jeune, t'as pas connu. Heureusement.
Mais non, je vais pas faire un bilan patrimonial avec Word ou Excel. Donc oui, j'ai besoin d'outils, mais il y a plus beaucoup d'acteurs. Certains acteurs développent des solutions ad hoc, un peu pour se différencier, pour être plus souple, plus simple. Mais il y a plus beaucoup d'acteurs et donc vous les trouverez facilement sans faire de pub. Donc du coup, très rapidement, on pourra en échanger par la suite. Donc, logiciel, oui. Formation, oui. Organisation dans le cabinet, savoir ce que je dois faire et qui peut le faire, important. Et puis dernier point, c'était peut-être l'objet de la question à venir, le faire savoir peut-être. Et oui, on va rebondir là-dessus. Comment t'as fait, toi, au début, pour dire, bah tiens, moi je suis un expert comptable patrimonial? T'as mis un petit logo directement dans ton cabinet, tout le monde est venu, ou ça t'a demandé du temps, un truc à long terme? Alors ça peut demander du temps, surtout je ne maîtrisais pas beaucoup les réseaux sociaux, donc du coup je les utilisais quasiment pas, donc ça a pris un peu plus de temps, mais oui, on a créé cette marque qui s'appelle Expert Comptable Patrimonial, qui pour l'avoir, il faut avoir suivi un certain nombre de formations et avoir un process au sein du cabinet qui légitime de se dire expert comptable patrimonial. Après, tout le monde peut avoir ces missions-là sans se dire expert comptable patrimonial, mais c'est vrai que ça a été un temps fort où les clients se disent mais dans votre signature de mail, c'est marqué expert comptable patrimonial. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, soit on le communique à grande masse aux clients présents, voilà, on passe une étape, on a cette approche-là. Soit pour nous, c'est évident puisqu'on a recréé un cabinet en 2012. Je reviens dans la profession en 2012 avec cette approche déjà patrimoniale. Donc, du coup, les clients se sont dit, ah, mais vous n'avez pas tout à fait la même approche que un confrère ou une consoeur. Donc, ça nous intéresse d'être avec vous. Mais c'est aussi au quotidien des clients qui nous disent, mais vous avez marqué patrimonial, donc quand j'ai une question sur la location meublée, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans la location meublée? Vous saurez me répondre. Donc ça passe déjà par là, ça passe déjà par la communication, par la signature des mails. Et puis oui, bien sûr, ça passe aussi par les réseaux sociaux. Ça passe par les réseaux sociaux parce qu'il faut que les clients connaissent en fait quoi? Le catalogue. Quelles sont les missions que je peux et ce sur quoi je peux les accompagner. Donc quelles sont mes missions? Il va falloir que j'utilise les réseaux sociaux et aujourd'hui oui, c'est une force importante au niveau des réseaux sociaux. Alors certes, on utilise puisque j'interviens beaucoup en formation, donc on a la structure à côté Force Patrimoine où on communique beaucoup sur ma marque Espira, village dans le Puy-de-Dôme, mais petit clin d'œil pour mon Auvergne natale, mais surtout on utilise ces réseaux sociaux pour faire savoir ce qu'on fait, comment on le fait. Et aujourd'hui, j'ai un community manager qui gère cette partie-là parce que, comme tout expert comptable, j'ai que 24 heures dans une journée. Après, ce qu'on peut dire, c'est une première étape pour quelqu'un qui pourrait faire du patrimonial, c'est de le dire déjà aux clients et de s'occuper de nos clients. Je pense qu'il y a déjà un bon point de boulot avant d'aller forcément à l'externe et peut-être les réseaux sociaux pour voir des prospects en direct. Comme je disais en introduction, 100% de nos clients ont besoin d'un accompagnement patrimonial. Donc oui, déjà, lorsque je veux passer à l'étape d'établir des missions de conseil patrimonial, c'est d'abord pour mes clients. Est-ce que tu fais des newsletters, toi, pour tes clients, pour les tenir au courant sur les nouvelles évolutions, là, sur le côté patrimonial? Plus actuellement, parce que j'avais une collaboratrice qui se chargeait de ça et qui a complètement quitté ce secteur-là pour aller dans le secteur. Elle fait de la musique, donc du coup, et on n'a pas recruté mais oui, c'était très intéressant. Les clients, alors on avait un taux d'ouverture qui était pas trop mauvais, mais c'était pas l'idéal. Le meilleur temps de vente auprès des clients, c'est quand même le temps du bilan.
le temps de l'échange de l'expert comptable avec ses clients sur un point, sur une situation, sur un point particulier. C'est et au fait au niveau de votre retraite et au fait au niveau du placement de trésorerie. Est-ce que vous souhaitez qu'on prenne un rendez-vous et qu'on prenne du temps pour dialoguer sur ça. Donc, mais d'abord, oui, servir ses clients avant toute chose, et rassurez-vous, vos clients ramèneront d'autres clients lorsque vous allez faire des petits déjeuners patrimoniaux, un petit déjeuner retraite, un petit déjeuner prévoyance, un petit déjeuner assurance vie, un petit déjeuner location meublée et autres. Dès que vous allez animer vos clients, en laissant ouvert bien sûr les autres personnes pour des prospects pour venir à ces réunions, bien oui, ça va fonctionner. Déjà, c'est par étapes. On peut déjà commencer, j'allais dire petit, déjà le faire dire à nos clients, faire un petit peu nos plaquettes. Après, quand on a plus de temps et qu'on va chercher des clients peut-être plus gros ou externes, communiquer sur les réseaux sociaux, faire, comme tu disais, des petits déjeuners avec des prospects, des clients. Il y a plein de méthodes. Il faut juste prendre le temps, qu'on n'a pas, malheureusement. Mais c'est déjà pas mal. Et maintenant, on va retourner un petit peu sur toi. Tu as une marque. Comment tu fais pour développer cette fameuse marque Frédéric Espira? Comment tu fais pour te distinguer auprès des confrères? Et je rappelle un petit peu à côté, tu fais du coaching où tu accompagnes justement les confrères à s'organiser. Tu accompagnes que les gros cabinets ou aussi des plus petits par la taille? Oula, alors petits et gros. Pour moi, il y a juste une volonté d'y aller. Donc effectivement, ça peut être un cabinet avec un collaborateur, comme ça a été le cas il y a 15 jours, ou des cabinets intermédiaires où on a eu une mission plus longue d'une grosse structure. Ce coaching d'organisation, on va dire, ce coaching d'accompagnement, cette mise en place du pôle patrimonial est venu par le fait que un grand nombre de confrères et consoeurs s'associaient avec des CGP et ça ne marchait pas. Donc on s'est dit, comment on peut les accompagner pour que ça fonctionne? Parce que ils parlent pas le même langage, ils ne s'organisent pas, ils sont associés, mais en fait, il y a pas d'affaire entre les deux. Donc du coup, comment s'organiser sur ça? Et pour répondre après la marque Espira, Frédéric Espira, bien plutôt les réseaux, et puis on essaye de se former en permanence et d'être à jour et d'accompagner les confrères et les consoeurs, puisque mon axe a toujours été que l'expert comptable, depuis une dizaine d'années maintenant, l'expert comptable développe ce 4e pôle du cabinet et prenne en main le conseil patrimonial pour ses clients. Est-ce que tu penses que partager comme tu fais avec des webinaires, des formations, tout ça, c'est du temps perdu pour toi, et peut-être qu'on te pique aussi des clients, ou pas du tout? Alors, je te fais douter là. Non. Comment répondre? C'est pas du temps perdu parce que c'est ma volonté déjà de démocratiser, et je crois que il y a eu une étape, et depuis 2020, depuis 2021, et j'en suis assez petite fierté quelque part, parce que j'ai réussi à faire ancrer le terme 4e pôle du cabinet. Il y a des mémorialistes qui m'appellent et qui me disent voilà, on sait pas qui a inventé ce mot, mais donc du coup je suis assez content de ce côté-là. Et l'autre point, c'est depuis Covid, les confrères et les consoeurs ne se posent plus la question de savoir si je dois faire du conseil patrimonial au sein du cabinet, est-ce que je dois mettre en place un pôle patrimonial. C'est maintenant la question, c'est comment je vais le faire. Jusqu'en 2020, c'est clair que et ça fait 20 ans, hein, moi je n'étais pas dans la profession 2010, même 2012. Il y a d'autres personnes qui prêchaient pour vous pouvez faire du conseil patrimonial, et ça prenait, mais vraiment à la marge. Aujourd'hui, j'ai insisté également de mon côté, mais je suis pas le seul dans la profession à avoir insisté et à avoir expliqué que l'entreprise faisait partie intégrante du patrimoine privé. Et donc, du coup, les confrères, les consoeurs l'ont entendu. Et maintenant, effectivement, se disent maintenant comment j'y vais.
Ça fera partie des missions, tout comme la mission RSE, mais c'est une mission d'expertise. La mission RSE, la mission patrimoniale, c'est vraiment une mission d'accompagnement du quotidien. Tout événement civil, donc de la vie privée du chef d'entreprise, va avoir un impact sur l'entreprise et inversement. Donc, ça va plus loin qu'une mission d'expertise. C'est vraiment une mission d'accompagnement du quotidien. Et donc, du coup, oui, c'est comment j'y vais. Est-ce que je dois y aller? Quelques chiffres encore avant de terminer. Le BE moyen d'un cabinet d'expertise comptable était de 15 et tend vers 12 ces dernières années, avec une mise en place de facture électronique, donc du coup, certes une data que je vais pouvoir utiliser, mais aussi une baisse de marge sur les missions comptables. Le conseil patrimonial dans une structure ad hoc, dans un cabinet de gestion de patrimoine, c'est un EBE qui est de 40-45%. Qui est 3 fois le BE l'expertise comptable. Donc oui, économiquement, j'ai intérêt à y aller également. Mais je dois pas le faire n'importe comment. Après, c'est peut-être parce qu'on est, tu vois, à la limite de notre expertise. Tu vois, là, tu m'amènes sur, je suis borderline, je sais pas trop, je suis en dehors de ce qu'on m'a appris au deck. Est-ce que je me tente? Est-ce qu'il faut que je crée une nouvelle organisation, comme tu dis, à côté, une société ad hoc? Ça peut faire peur? Ou est-ce que c'est relativement quand même à mettre en place, ça va quoi? Oui, bien sûr, ça fait peur tant que je sais pas trop comment ça marche. Une fois que j'ai compris qu'il me fallait une organisation ad hoc, une structure ad hoc et un process, mais que je vais reconnaître simplement parce que j'ai une lettre de mission, j'ai un compte rendu de mission dans le métier d'expertise comptable, j'ai une lettre de mission et j'ai un bilan et un compte rendu de bilan. Donc tout ça, en fait, cet administratif, c'est pas un problème. Le seul point, c'est que conseiller en gestion de patrimoine, c'est un métier. Donc, il va falloir que j'aille me former. J'irai beaucoup plus vite qu'un CGP qui veut se former. Pourquoi? Parce que j'ai déjà énormément de connaissances fiscales, sociales, comptables et gestion et droit des affaires. Enfin, j'ai beaucoup de connaissances. Donc, du coup, ça sera plus limité. Mais par contre, oui, bien sûr, au départ, il peut y avoir une appréhension, mais c'est la gestion d'un cabinet d'expertise comptable avec d'autres produits. Mais je suis pas obligé de vendre du Pinel. Si j'ai pas envie de vendre du Pinel, je vends pas de Pinel. J'ai de l'interpro, c'est-à-dire que il y a d'autres CGP qui sont spécialisés dans la vente immobilière. Et ben très bien, je vais travailler avec eux. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution de partir peut-être avec un associé, de dire bon je suis 2 experts, l'un qui est peut-être un peu plus friand de ce côté-là, ça équilibre, et l'autre il va gérer un peu plus le cabinet? Alors, je peux. J'ai accompagné une structure qui fonctionne aujourd'hui dans la profession comptable, qui permet justement de déléguer cette sous-traitance parce que je peux partir seul et dire voilà, je sais pas tout faire, donc je vais chercher de la sous-traitance. Je vais chercher de la co-traitance dans cette structure ad hoc. Mais oui, je dois de toute façon, lorsque je vais vouloir faire du conseil patrimonial et avoir des solutions produits, je vais être obligé de créer une structure ad hoc. Pourquoi? Parce que la réglementation d'expertise comptable, je suis expert comptable avant toute chose. Je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, donc elle est limitée. Forcément, elle est limitée. Je peux pas faire toute mission patrimoniale et rémunération. Donc, je vais créer une structure ad hoc que je peux avoir même tout en étant expert comptable. J'ai pas de problème de ce côté-là. Si je suis commissaire aux comptes, je vais pouvoir être dirigeant, mais voilà, sous condition, et surtout sur des missions patrimoniales, je vais pas intervenir sur les missions que j'ai en audit légal. Voilà. Donc on va se mettre un frein de ce côté-là. Mais sinon, oui, je vais créer une structure parce que parce que la concurrence, elle est structurée comme ça. Elle est structurée dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Après, la réponse à ta question, est-ce que je m'associe? Oui, je peux m'associer. Titre et finance. Première question, le titre, est-ce que je peux être le président de cette structure? Oui, en tant qu'expert comptable, et puis l'autre personne peut l'être également. Donc, si je vais m'associer avec un courtier ou un CGP, donc lui aura les habilitations ORIAS, ça ira peut-être plus vite dans la structuration. Donc oui, pourquoi pas.
Titre et finance. Donc, on a vu le titre rapidement. La finance maintenant. Bien, la finance, c'est pour traiter vos clients. C'est pour traiter votre fonds de commerce. Donc, j'entends beaucoup qui disent, ben voilà, je vais faire 50-50 avec un courtier. Ouais, mais on va être franc, ça va être compliqué assez vite. Dans 2-3 ans, vous allez plus vous parler. Pourquoi? Parce que vous avez apporté votre fonds de commerce. Vous avez apporté votre fonds de commerce et cette personne perçoit 50%. Et lorsqu'elle aura eu 200 000 euros de com de récurrent par an, eh ben, elle ira à la pêche et vous continuerez à aller à la pêche des dossiers. Donc, il y aura une mésentente. Et donc du coup, non, c'est plus trop le ratio. Aujourd'hui, on est plutôt sur des ratios 70-30 qui semblent plus cohérents pour la valorisation de mon portefeuille. Oubliez pas, la data vient du cabinet d'expertise comptable. A contrario, il y a certains qui disent je quitte la profession comptable, des personnes plutôt de mon âge qui disent je quitte la profession comptable et je veux plus en entendre parler et je vais m'installer en tant que CGP. Pareil. C'est pas bon, parce que si je m'installe en tant que CGP, je suis avec une concurrence de l'ensemble des autres CGP. Et aujourd'hui, les CGP, c'est pas uniquement des vrais CGP, on va dire, il y en a à peu près 5000 en France. Il y a plus de 100 000 personnes, comme c'est pas un titre réglementé, il y a plus de 100 000 personnes qui se disent, qui portent le titre CGP, mais il y a que 5 000 personnes qui ont les habilitations ORIAS et qui sont référencées auprès de l'AMF et de la CPR, et qui ont toutes les habilitations et carte T pour exploiter. Et donc, si je quitte la profession, eh bien, je perds cette data. Et je me retrouve comme les autres CGP. Vous avez plus de la moitié de la profession CGP qui crève la dalle. Faut pas croire. On voit des CGP qui gagnent bien leur vie. Oui, bien sûr. Un CGP fait en moyenne 180 000 euros de chiffre d'affaires, de commission. Peu d'honoraires, beaucoup de commissions. On est sur un ratio 80-20. Il y a peut-être certains qui font 50-50, mais c'est assez rare. Et donc, du coup, vous avez pas cette culture. On n'a pas cette culture en tant qu'expert comptable. On a une culture d'honoraires. Donc, si je vais sur un secteur concurrentiel où je veux faire de l'honoraire et je suis pas à l'aise, ça fonctionnera pas. Là, c'est pour ça que je parle bien de conseil patrimonial du chef d'entreprise associé au cabinet d'expertise comptable. Parce que la data vient du cabinet d'expertise comptable et la volonté, c'est d'avoir une meilleure marge, une meilleure valeur ajoutée aux clients et partager cette valeur ajoutée et développer la valeur ajoutée de mon fonds de commerce. M'associer, oui. Titre et finance, à chaque fois, c'est avec qui et comment. Eh ben, on te remercie parce que là, ces apports, je pense qu'on a plus d'un qui devait se poser la question. Tu leur as soulevé des bonnes idées. Mais avant de finir cette interview, très enrichissante, je voudrais qu'on fasse un petit jeu qui s'appelle le jeu ceci ou cela. Je vais te proposer en gros 2 alternatives et tu me diras laquelle te correspond. C'est pour que nos auditeurs apprennent à mieux te connaître. Est-ce que tu es d'accord? Oui, bien sûr. Allez, on est parti. Est-ce que tu préfères porter des costumes ou des t-shirts? Tranquille. T-shirt. Pourtant, je te vois tout le temps en costume, au congrès, tout ça. Ça, c'est la marque de fabrique. Il y avait la question sur le marketing. Oui, bien sûr, le marketing, mais sinon, t-shirt. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de lève-tôt ou un couche-tard? Lève-tôt. Et couche-tôt. Tu préfères la mer ou la montagne? Les deux. Oui, je te vois tout le temps avec tes photos en hiver où t'es dans des beaux endroits et après, on arrive en été, t'es toujours au bord de la mer, Réunion. Bientôt la Réunion, bientôt la Martinique. Merci pour les invitations que j'ai eues dernièrement. Est-ce que tu préfères faire 100 coaching patrimonial ou un bilan? Un bilan comptable? Ouais. Avec saisie, tout ça à la main, comme sur ton Exacompta. Alors sans l'exacompta, mais oui, bien sûr, je fais déjà mon propre bilan, donc ça. Alors, ce sera pas la même approche, donc c'est pas le même métier, donc ça va être compliqué de répondre, mais patrimonial quand même, ouais. Tu préfères la ville de Lyon ou celle de Clermont-Ferrand? Alors, Joker, c'est pas sympa là. Non, mais je suis à 50% de mon temps à Clermont, 50% de mon temps à Lyon, donc du coup, les deux.
Voilà. Et la dernière, moi, je connais un peu la réponse, mais est-ce que tu préfères aller jouer au golf ou faire de l'apiculture? L'apiculture. J'ai jamais joué au golf de ma vie. Donc, C'est vrai? oui, c'est vrai. Donc, du coup, je me vois pas du tout à l'aise. Mais pour les auditeurs, du coup, Frédéric, il fait de l'apiculture avec du bon miel, donc c'est pas courant dans la profession. Vous devez pas être nombreux. Ah, si, quand même, il y en a quelques-uns qui ont des ruches, comme j'ai la chance de rencontrer plus quelques milliers, on va dire, d'experts comptables et de voyager à travers la France. Ouais, je retrouve quand même des ruches dans les extérieurs des cabinets ou sur les toits des cabinets, et des fois l'expert comptable ou des collaborateurs s'en occupent. Donc, du coup, ouais, il y a de plus en plus. On te remercie en tout cas, c'était super intéressant de savoir comment on pouvait en termes marketing se spécialiser en gestion de patrimoine. C'est des nouvelles opportunités, comme tu nous l'as dit, pour cette profession qui change. Et puis pour les autres, on se retrouve au prochain épisode. Allez, au revoir. Merci pour l'invitation. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.